Bonjour à tous, dans cette vidéo, on a décidé de vous faire un retour d'expérience sur notre traversée de l'Irak, de cette frontière interminable et de cette magnifique rencontre au cœur du pays. Malgré le peu de temps disponible pour cette partie du voyage, on aura encore appris énormément. Je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Moi c'est Alex, et voici Nana, Mani et Chat. On voyage avec nos fidèles compagnons, Eléas et Bastet. Au volant de notre maison roulante depuis pas mal d'années, aujourd'hui on a décidé de partager cette grande aventure avec vous. Pour pouvoir parcourir les derniers kilomètres nous séparant de l'Irak, un petit entretien s'impose. Puisque c'est un très vieux véhicule, il boit quand même pas mal d'huile, surtout quand on roule autant. Puis vous vous souvenez sûrement de cette fuite qu'on a eue dans le désert de Maranjab où notre tuyau de frein s'est coupé en deux. Je vais donc remédier à ce problème en raccourcissant le tuyau de frein. Je pense que ce qui l'a cassé, c'est la courbure trop prononcée du tuyau. Puisque je n'ai pas de matrice pour refaire une collerette, je vais donc utiliser l'huile de coude. Avec un ancien tournevis meulé en forme de cône, je vais venir tourner à l'intérieur du tuyau jusqu'à former une collerette avec le cuivre. Il n'y a pas de joint sur ces tuyaux de frein, c'est le cuivre directement qui vient être écrasé contre une autre partie en métal, et l'avantage c'est que c'est quand même très tolérant. Je l'ai refait comme ça sur pas mal d'autres endroits, et depuis toutes ces années, on n'a pas eu une seule fuite. Donc je continue ma méthode à la MacGyver. Un autre point très important pour ces endroits qui sont secs, poussiéreux, très sableux, c'est de rapprocher les fréquences de graissage. Je vais donc faire le tour de tous les points de graissage du camion avant de reprendre la route. On en profite pour s'arrêter chez un grossiste alimentaire afin de faire le stock de produits non périssables pour la péninsule arabique, où les prix seront beaucoup plus élevés que l'Iran. Riz, pois chiches, lentilles, haricots rouges, tous ces produits se gardent très longtemps et sont la base de l'alimentation. Ça nous permettra de ne pas trop dépenser d'argent dans la péninsule arabique. On reprend donc la route à la recherche du dernier élément essentiel avant de quitter l'Iran, le gasoil. Vu qu'on ne le paye que quelques centimes le litre ici, pas question de quitter le pays sans être complètement plein. Réservoir et jerrycan. Comparé à la France, en péninsule arabique, il n'est pas si cher que ça, mais même 50 centimes le litre, c'est toujours 10 fois plus cher qu'ici. En essayant de récupérer du gasoil dans une station-service, un monsieur nous propose de nous arrêter faire une halte dans son jardin. Il nous fait donc faire le tour de son verger, puis nous offre le thé. En plus de nous offrir le thé, il nous offrira une cagette de pommes, une cagette de grenades, un sac de noix, un sac d'amandes et même 80 litres de gasoil. Sa générosité était juste incroyable, merci beaucoup. En continuant notre route, on va traverser les grandes cultures de riz. La région principale de production du riz en Iran se situe le long de la mer Caspienne, donc tout au nord, à l'opposé d'ici, mais ils en cultivent également dans cette région. Et le long de cette route, dans les petites épiceries, on retrouve tous les sacs de riz empilés les uns sur les autres. Et même s'il n'est que 28e dans la production mondiale, cela représente quand même 510 millions de tonnes de riz par an. La dernière région que nous allons traverser juste avant la frontière est celle de la plus grosse production de pétrole de l'Iran. Ici, les conduites de pétrole courent le long des routes et on aperçoit des torches un peu partout. On vous expliquera leur fonctionnement dans la prochaine vidéo.
Les Iraniens m'avaient parlé d'une pauvreté dans ces zones de production pétrolière. Et cette pauvreté se confirme quand on traverse les villes. On voit bien que ce n'est pas du tout le même niveau de vie que les grandes villes qu'on a traversées. La production du pétrole ne profite évidemment qu'à un tout petit nombre de personnes. Et nous voilà donc arrivés à la frontière Iran-Irak. On voulait quand même faire un aparté sur cette frontière qui reste quand même une frontière assez exceptionnelle. La frontière de l'Irak, c'est une frontière qui, je pense, impressionne beaucoup de non-voyageurs, mais aussi beaucoup de voyageurs. Quand on était petit, on a tous eu la télé et on a tous vu ces images qui ont été terribles et qui ont vraiment marqué, je pense, vraiment les esprits sur l'Irak, ses gens, sa population, sa culture. Et le fait d'avoir vu ce pays en guerre assez récemment, quand on est vraiment rentré, quand on est arrivé en fait à la sortie de l'Iran, donc l'Iran a été très simple à sortir. Et en fait vraiment quand on est arrivé au sein, donc on sort de l'Iran. Il faut savoir qu'on ne filme pas dans les frontières parce qu'en fait c'est strictement interdit. Pour plusieurs raisons, il faut savoir que c'est strictement interdit parce que ça reste des militaires et que on ne filme pas des militaires. Et aussi parce que souvent, c'est des zones qui sont encore un petit peu tendues. Et nos images pourraient être récupérées à mauvais escient pour pouvoir attaquer le pays en question. Donc c'est pour ça aussi qu'on respecte ça. Et donc vous ne voyez que très rarement des images de frontières de notre part. Donc en fait, on rentre dans la frontière. À ce moment-là, on est avec une famille franco-marocaine qui a 5 enfants. Et on rentre donc nos 2 véhicules et je dois avouer qu'il y a une sensation très très spéciale. Se retrouver dans ces murs, dans cette enceinte, avec les barbelés, comme dans d'autres frontières, mais vraiment avec des drapeaux de l'Irak. Personnellement, je me suis vraiment revue ces images petites. J'ai toujours été très prise par l'actualité et il y a une émotion que je ne peux pas vous décrire qui est vraiment très très spéciale en se disant « Waouh !» En fait, je suis en Irak. Et vraiment, on a cette sensation d'être des voyageurs quelque part très chanceux, parce on rentre dans ce pays, et aussi où en fait, je trouve ça complètement dingue, parce que je me revois petite fille devant la télé, et à aucun moment, je me serais vue traverser ces frontières. Donc du coup, je suis aussi fière de notre parcours, et du fait qu'on ne se soit pas limité à ce que les médias français nous montraient. Mais il faut savoir que les frontières hors Europe, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est toujours un peu d'organisation. La frontière Irak, c'est une frontière qui est un peu désorganisée, il n'y a pas d'informatique, donc c'est vraiment un peu le bazar. Pour ce passage de frontière, on a mis 8 heures à passer la frontière, ça a été très très long. Après, on a complètement lâché prise sur la durée de passage de frontière. On est OK, on prépare toujours nourriture et eau pour que si c'est long, on l'accepte et on fasse pas nos Européens pressés, on accepte que parfois c'est comme ça, il y a très peu de voyageurs, donc les démarches elles prennent beaucoup plus longtemps que, on va dire, les démarches classiques. Il faut savoir que cette année, la taxe d'importation des véhicules de 100 $ a été supprimée. Ça c'est une info pour les voyageurs. Avant, pour rentrer un véhicule dans un pays, c'était 100 $ par véhicule, donc nous on avait prévu 200 $, 100 pour la moto, 100 pour le camion. Donc de ne pas les payer, c'était déjà énorme financièrement pour nous. Ensuite, on a payé 75 $ par visa par personne, enfant compris, donc 75 $ par 4, plus 25 € d'assurance par véhicule, assurance moto plus assurance camion, 25 $ Enfin, ils voulaient qu'on paye 25 $ de fouille qu'on n'a pas payé. Il y avait 30 $ de frais de papier qui prennent à la frontière. Enfin, il faut savoir qu'ils sont très très tranquilles les Irakiens, parce qu'à un moment donné, Alex m'a expliqué qu'il était même allé faire tamponner le CPD et que le gars c'était sa sieste et qu'il était allongé dans son lit. Donc ça c'était quand même, je trouve, trop marrant. On a mis toute la journée à passer cette frontière et à la fin, au moment de sortir, il fait nuit, ça fait 8 heures qu'on est dans la douane, on est quand même un peu fatigué. Et en fait, le douanier de l'entrée commence à nous faire comprendre qu'il va falloir passer un bakshish pour passer un dessous de table. On a proposé 10 $ pour les 2 véhicules. Il a dit non, il faut rajouter plus. Et finalement, en négociant, c'est passé. Après, on rentre, on a fait l'administratif, on rentre dans la douane. Là, on passe à la fouille. Alexis sort les chiens, parce que c'est très compliqué dans les pays musulmans, les chiens. Mais pour le moment, finalement, ça s'est plutôt bien passé.
Alexis sort les chiens, je me retrouve toute seule avec du coup Saïd, notre ami, qui parle arabe, et du coup ça nous aura aidé. Et en fait, il fouille vite fait le camion, le douanier, mais je sens qu'il y a un truc. Il parle en arabe avec Saïd. Saïd lui répond. Et en fait, il m'aurait expliqué que le gars était persuadé qu'on avait de la drogue. Et en fait, il insistait un peu par rapport à ça. Et je pense que c'était pour avoir ces fameux 25 $ de fouilles. Peut-être qu'il a essayé de nous mettre la pression. En tout cas, ça s'est complètement clôturé et il n'y a pas eu de problème. Donc on a passé le truc. Bon, après, si vraiment ils veulent fouiller, chercher, il n'y a pas de problème. En fait, ils peuvent, mais c'est quand même toujours une pression. On sait pas s'ils peuvent casser des choses ou si. Bon, voilà, c'est toujours. Les douanes, c'est vrai que c'est toujours le moment en tant que voyageur où tu serres un peu les miches. Dernier passage, c'est l'un des derniers checkpoints de la frontière, en fait, où on doit un peu tout remontrer les papiers pour voir si tout est OK. Et là, il y a des gens qui nous donnent des cajots de pommes, donc c'est trop gentil. C'était des Irakiens qui transportaient en fait plein de pommes. Donc ils nous donnent un cajot et donc on sort du dernier checkpoint et là, il y a un gars cagoulé avec vraiment une espèce de foulard, le gilet pare-balles, l'arme dans les mains et Saïd et en fait la famille franco-marocaine sont déjà devant. Le gars en fait il s'arrête et là il nous remet un coup de pression et Alexis très vraiment light, détendu, il dit qu'est-ce qu'il y a? Ah tu veux voir mon camion? Mais viens vas-y je vais te montrer mon camion. En fait on pense que le gars, il a voulu nous mettre un coup de pression, mais Alexis l'a vraiment pris en mode vas-y, tu veux peut-être voir ma maison ou un truc comme ça. Ça s'est fait, on est passé et au final, je pense qu'on a eu peur parce qu'on avait toutes nos idées préconçues de l'Irak. Et en fait, le moindre petit truc qui pouvait être effrayant, en fait, pour nous, c'est impressionnant. Un homme armé avec un gilet pare-balles caché. Et en fait, pour eux, c'est normal. Il ne faut pas oublier qu'ils sortent de la guerre. Et on va se rendre compte qu'en fait, le pays est rempli de checkpoints où il y en a à peu près tous les peut-être 30 kilomètres. Et en fait, tous les 30 kilomètres, il y a un barrage, des militaires, habillés ou non de manière plus ou moins hors du commun pour nous. Et en fait, eux, c'est juste leur boulot de vérifier que de chaque passage de route, il n'y ait pas de problème. Et du coup, au fur et à mesure, on va complètement modifier notre façon de voir les choses. On s'arrête très rapidement après la frontière pour passer la nuit. Et là, c'est une grosse surprise. Le lendemain, un homme vient nous voir. En fait, il s'avère qu'on dort sur le parking de son entrepôt. Il propose tout d'abord d'aller se doucher dans la douche de son entrepôt. Donc, il nous propose la douche, sachant qu'on est quand même 11. Et finalement, il dit non, mais en fait, vous ne pouvez pas vous laver là, c'est un entrepôt, venez à ma maison. Et on se retrouve à aller chez eux, dans une immense maison remplie d'enfants et d'adultes. C'est vendredi, donc un jour très particulier dans la semaine pour les musulmans. Et donc il y a toute la famille, c'est un moment très convivial. On est reçus au départ le matin avec des jus, des chocolats, des chips et on passe la matinée avec eux. Il s'avère que ce monsieur c'est un ancien soldat de la marine, retraité, donc du coup on arrive à parler de beaucoup de choses. Il nous explique aussi comment ça s'est passé la guerre, comment sa famille l'a vécu. Donc c'est vraiment très intéressant. On parle aussi de notre voyage. Il y a un très gros échange qui se fait. Il nous propose une douche. Donc moi je refuse parce que j'en avais pris une le matin, mais Alexis va prendre une douche. Il nous offre le repas et le repas en a été servi comme des rois avec un immense plat de pain. On était 11, ils nous ont invités à 11. On se retrouve à manger vraiment, mais c'était un festin. Il y avait de tout, du poisson, de la viande, du riz, des légumes, des yaourts. Enfin, c'était énorme ce qu'ils nous ont offert pour selon qu'on venait de les rencontrer. Après manger, ils nous parlent de la corniche qui est très importante chez eux. C'est vraiment un endroit à aller voir à Bassora. Et en fait, c'est la corniche de l'Euphrate. Donc on dit ok, mais avec comment on fait pour y aller. Donc ils nous proposent d'y aller en voiture. Avant de partir, les femmes viennent me récupérer. Elles me disent viens voir. Et en fait, elles m'emmènent dans la chambre. Elles me sortent un pantalon, une chemise, un hijab. Elles me rhabillent de la tête aux pieds. Elles m'apprêtent vraiment pour que je sois belle pour sortir. Elles me parfument. Et en fait, voilà, on est parti. Let's go, on va pour aller voir cette corniche. Mani n'a pas suivi parce qu'il était avec les grands et qu'il a absolument voulu regarder les jeux vidéo avec les voitures. Et on a accepté exceptionnellement. Donc on l'a laissé tout seul
avec cette famille d'Irakiens, avec les enfants de l'autre famille française aussi. Les garçons avaient aussi voulu rester. C'est très rare qu'on laisse Mani, mais on s'est vraiment senti en sécurité. Je peux pas vous l'expliquer. C'est quelque chose qui paraît complètement inconcevable quand on est français, mais on l'a fait en fait, parce que le feeling était là en fait, tout s'y prêtait. Et au final, nous voilà partis à la Corniche, ils nous font passer un très joli moment à la Corniche. Finalement, ils vont aller jusqu'à nous payer un tour de bateau privatisé. C'était vraiment magnifique. Un moment très très riche en émotions. À la sortie, le papa nous paye des barbes à papa pour tous les enfants, ils sont quand même nombreux. Et après, on rentre. Au moment du départ, ils nous ramènent des cagettes de nourriture avec des fruits et des légumes, des packs d'eau. Et on reprend la route. Et en fait, on se dit qu'on aura passé très peu de temps à la frontière. Parce que au moment où on passe, on est encore sur le suspense de est-ce que l'Iran et l'Irak vont intervenir dans le conflit israélo-palestinien. Donc on est rentré avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur. Et finalement, on était un peu déçus d'avoir pris la décision de le traverser aussi rapidement, ce pays, parce qu'en fait, on a prévu de le refaire au retour. Et on se rend compte que, malgré qu'on est ouvert d'esprit, beaucoup de choses sont bloquées dans notre tête. Et tu ne peux pas te débloquer de ces peurs tant que toi-même, tu n'as pas vécu ces échanges. Clairement, l'Irak, c'est un pays incroyable sur la bonté des gens. On a rencontré cette famille, mais sur la route, c'était impressionnant. Même les douaniers étaient quand même, enfin, les militaires étaient quand même très avenants sur les checkpoints. Ça a été vraiment une expérience incroyable et on a un peu hâte et on espère repasser par l'Irak pour rentrer. Ça a été vraiment je dirais un gros coup de pied aux fesses pour rester poli. Parce que même si on voyage, même si on venait de traverser l'Iran, on avait énormément d'a priori. Et en fait, on s'est pris la petite baffe de dire bah non les gars, en fait, ça se passe pas comme ça et supprimez un peu tout ce que vous avez dans votre tête parce que regardez, la réalité, c'est comme ça. Donc voilà, du coup, on a quand même traversé très très rapidement l'Irak. Quand on a fini la route, on a décidé de s'arrêter à un checkpoint pour demander à des militaires où est-ce qu'on pouvait dormir. Parce que c'est assez connu qu'en Irak, tu peux pas dormir où tu veux pour ta sécurité. Donc on s'est dit, on va demander tout de suite, vu que le lendemain, on rentrait au Koweït. Et là, les militaires nous ont dit, bah vous pouvez vous garer ici, là, juste à côté, comme ça, on sera avec vous, on sera pas loin s'il y a un problème. Ils reviennent nous voir une fois garés, au bout de 5 minutes, ils disent, non mais attendez, là où il y a les voitures, ça va vous gêner, venez avec nous, je vous emmène à un endroit plus tranquille. Et en fait, ils nous amènent au gros parking juste à côté de la frontière, leur zone militaire. Et on se gare vraiment dans l'enceinte, juste devant l'enceinte de la zone militarisée. Et les militaires seront venus avec nous passer la soirée. Alors en Irak, il y a quand même là cette dissociation homme-femme. Donc les hommes sont restés entre eux. Et puis nous, on était à côté. Mais, moi, je suis complètement OK avec ça. Et du coup, il y a eu un échange. Les militaires sont venus. Et en fait, il y a le grand chef des douanes qui est venu en disant est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit, de la nourriture, de la viande, de l'eau, des boissons, je vous appelle quelqu'un ou je vous emmène, il n'y a pas de problème. Donc il leur a fait beaucoup de... Enfin, on lui a dit qu'on avait besoin de rien, mais ça c'est... Vraiment, c'était quand même impressionnant d'avoir un haut gradé pour nous. Et il avait prévenu aussi la frontière qu'on allait passer le lendemain, donc ça c'est... Je pense qu'il y a des choses qui ont été facilitées pour que notre traversée se passe rapidement. Et la dernière chose qui pour moi en tant que maman, m'a quand même impressionnée, c'est aussi le fait qu'en fait, ils aient posté un militaire dans un pick-up avec une chaise, en fait, dans la caisse du pick-up. Et en fait, ce militaire, il a passé toute la nuit sur sa chaise pour nous protéger. Et en fait, je trouve ça complètement dingue. Il faut savoir que quand tu voyages avec des enfants dans les pays musulmans, tu es vraiment un voyageur très précieux. Et même si tu n'as pas d'enfants, hein, mais du coup, ça donne une dimension très très différente de ce qu'on pourrait en avoir comme a priori. Et voilà. Du coup, c'est notre récit. C'est ce récit de l'Irak où en fait on a très peu d'images parce qu'on était comme des citrons ultra pressés par les pressions, que ce soit familiales, médiatiques. Du coup, on s'est complètement oppressés nous-mêmes. Et en fait, ça nous a énormément appris, ça nous a permis de poser beaucoup de choses. C'est vrai qu'en fait, quand on voyage pour nous en tant qu'adultes, c'est une chose, mais quand on voyage avec les enfants, en fait, c'est pour eux.
on s'est mis la pression. C'est pas pour nous. Nous, en fait, on est très décontractés parce qu'on pense qu'on est là où on doit être. Mais après, on se dit, ouais, faut pas que nos choix, ils influencent non plus sur des mauvaises expériences pour les enfants. Et du coup, ça nous monte au bourriche, ça nous monte la tête et on se stresse. Et en fait, à la sortie, en rentrant du Koweït, on a analysé tout ce qu'on venait de vivre ces dernières semaines, avec aussi l'ancienne vidéo qui parlait du coup de l'Iran et du fait que le conflit israélo-palestinien il montait un petit peu en pression et qu'on a eu peur. On s'est vraiment rendu compte que la prochaine fois, il faudra peut-être prendre les choses plus light et se rendre compte que des fois, ouais, la pression médiatique est très très forte, même quand tu dis que tu veux pas l'écouter. J'espère que vous avez appris des choses sur le passage de cette frontière et un peu sur l'Irak, même si c'était très très court. On espère vraiment avoir le temps de pouvoir découvrir ce pays sur la route du retour. La semaine prochaine, on va entrer dans le Koweït et on va vous parler de sa plus grande richesse, le pétrole, ainsi que de tout ce qui gravite autour. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche.